Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Où en sont rendus les principaux dossiers à la MRC d'Abitibi-Ouest? On sait qu'il y a beaucoup de dossiers. On aime recevoir le préfet. C'est non pas que les autres ne nous donnent pas leur juste, mais leur juste nous est donné aussi par le préfet qui chapeaute tous ces dossiers-là avec une grosse équipe, c'est sûr, c'est le MRC d'Abitibi-Ouest. Alors, j'en discute avec, justement, le préfet de cette MRC, M. Jacqueline Bégin. Monsieur Bégin, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Toujours un plaisir de vous recevoir. Puis quand je dis que, bon, je ne veux pas là, tirer la pierre à personne, mais moi, j'ai pris l'habitude avec vous de donner les nouvelles de la MRC. On sait que la MRC chapeaute une vingtaine de municipalités. 21 municipalités. C'est beaucoup de dossiers. Il y a des dossiers dans ça qui sont très, on peut dire sévères. Il y a des dossiers qui sont moins sévères, mais ça touche à peu près tout le monde. Puis le monde devrait s'intéresser beaucoup plus. La problématique est du fait que les règles sont faites mur à mur au Québec, puis que quand on arrive dans notre territoire, ça s'applique moins. Et là, il faut le faire quand même, c'est compliqué. Parce que quand on parle moi, je jase avec beaucoup de personnes, puis quand ils nous disent, très souvent, on se fait dire, oui, mais ce sont des règlements. Quand on prend le domaine incendie, on va prendre juste ça très vite, là, domaine incendie, on prend les mêmes discours que Montréal. Montréal établit des données pour Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, etc. Mais ces données-là s'appliquent les mêmes affaires à nos municipalités, chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, qui sont beaucoup plus petites. Fait qu'il y a des choses que je ne sais pas, moi. Mais juste un exemple avec les milieux humides, OK? Oui. Quand ils ont décidé de protéger les milieux humides, l'Assemblée nationale, c'était unanime, tout le monde était d'accord. C'est par la suite, quand les décrets se font pour la réglementation, que là, ça ne va plus à l'Assemblée nationale. Donc là, on nous applique une réglementation qui a souvent ni queue ni tête. Il y a beaucoup. Exactement. Tu prends comme à Laval puis Montréal, ils n'en ont plus de milieu humide. Ils ont tout enterré. Mais nous, ici, ils sont asphaltés. Mais nous, ici, on en a, je pense, 48 de notre territoire qui est en milieu humide. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est dans beaucoup de domaines, dans la couverture de risque incendie. Ça. On en a vu dans ça. Oui. Beaucoup. Des choses qui s'appliquent dans les grandes villes. Mais quand ça arrive chez nous, ben voyons. Quand tu me demandes d'intervenir à l'autre bout du rang en 15 minutes pour un service incendie, oui. Mais que l'ambulance, elle, pourrait prendre plus de temps, 33 heures, parce que c'est le gouvernement qui paye. Comment ça que le gouvernement ne donne pas les moyens aux ambulanciers d'arriver dans ces temps-là, mais que nous, parce que c'est nous autres qui en tout cas, que je pense, pas que je pense, mais qui assume la facture, on doit mettre toutes les choses en place pour arriver à ça. C'est deux mesures. Puis je peux te dire qu'on a plus de crise de cœur qu'on a de feu. Probablement que oui. Probablement oui. Parce qu'on a une population qui est vieillissante, il ne faut pas s'en cacher. Fait que c'est sûr. Fait que c'est tout ça. On a juste levé un point là, très vitement. mais c'est vrai, ce que vous dites, puis ce qu'on se rend compte, il y a bien des choses qui ne s'appliquent pas. Très mal. Ou très mal. Il n'y a pas de modulation. Et voilà, exactement, parce que tu ne peux pas, comme vous dites aussi bien, dans une caserne à Montréal, il y a un feu 3 rues de la caserne. Ils vont se rendre assez rapidement, mais seulement si les pompiers de la Sarre ou de Macamic ont un feu, je ne sais pas moi, à Nord-Métal ou peu importe où, à Languedoc. Ou à Languedoc, ça ne prend pas juste 10 minutes à se faire. C'est comme ça, les choses. Monsieur Bégin, il y a un dossier qui fait couler beaucoup d'encre, puis ça nous concerne peut-être moins, mais quand même, c'est le transport collectif. Oui. On sait que les maires de la banlieue nord de Montréal se sont réunis, veulent rencontrer la ministre, Mme Guilbeault, ministre des Transports. C'est un gros problème. Nous, c'est un peu moins, mais c'est quand même aussi un problème. C'est un gros problème. Mais si on regarde le transport collectif chez nous, en Abitibi-Ouest, est-ce que c'est un plan ambitieux? C'est quoi le mandat de la MRC? Bien, vous savez qu'on a déjà
un transport collectif avec coup de pouce, qui, dans le temps, on l'a mis en place, puis ça répondait à un certain besoin. Oui. Ce qu'on s'est aperçu au fil des années, c'est que si on veut occuper notre territoire, il faut qu'il y ait des gens qui n'ont pas de véhicule, peuvent se déplacer. Donc, quand tu restes à Roquemort, mettons, puis tu veux aller à La Sarre, les coupons coup de pouce permettaient d'y aller à 50 % avec un taxi, mais c'est quand même une course qui est dispendieuse. Oui. Si on parle de 50 % c'est peut-être 30 Oui. 30 soir et matin, x 5, c'est 300 pour se transporter. Ça n'a pas de sens. Donc, si on veut occuper notre territoire, il faut mettre en place un transport collectif qui va être efficace. On a décidé d'avoir un plan très, très ambitieux. Donc, on a mis en place, on va mettre en place un service de transport qui va aller dans toutes les municipalités, qui va être divisé en 3 secteurs en périphérie de la Sarre, le secteur sud, le secteur nord-ouest, puis le secteur est. L'objectif, c'est d'aller chercher dans toutes les municipalités les gens qui veulent se déplacer et les rabattre sur les grands axes et les amener en ville à la Sarre. Mais il n'est pas question qu'on fasse promener des véhicules qui vont être vides. Donc, ça va être des réservations la veille. Fait qu'on n'ira pas virer à Saint-Germain pour rien si je n'ai pas de clients là. Donc, c'est vraiment... L'objectif, ça va être des plus petits véhicules qui vont rabattre sur les lignes principales, qui vont amener ça à la Sarre. Puis on veut faire ça à coût minime. À coût pour que quelqu'un soit capable de le prendre. Quand on parle un étudiant. D'un coût minime, on peut parler de quoi? Moi, j'imagine qu'à 3 4 5 dans ces eaux-là, par déplacement, puis peut-être moins. Mais une fois qu'on arrive à la Sarre, il faut avoir un service pour se déplacer. Et voilà. Donc, il faut concentrer du transport en commun dans la ville de la Sarre pour être capable d'aller à l'aréna, à la pharmacie, à l'hôpital, peu importe, à l'épicerie. Donc, ça va prendre un service de transport en commun dans la ville de la Sarre qui va être très efficace. Et nous, de rabattre les gens dans ces points-là, mais que les gens soient capables d'aller tout faire sans anicroche. Donc, le défi, c'est d'avoir une fiabilité exemplaire. On sait qu'un projet de transport collectif, habituellement, là, on l'évalue sur 3 ans. En bas de 2 à 3 ans, c'est très, très difficile. Il faut que tu prouves aux gens, voilà ce qu'on fait, je suis fiable, je vais t'amener à l'heure, puis on donne une bonne couverture de service. Donc, on est là. Les coûts, vous allez me parler. Encore une fois, on parlait des programmes mur à mur. Québec a un budget à peu près de 13 milliards en transport collectif. Environ, oui. Il y a 6,8 de ce budget-là qui n'est pas dans les 10 sociétés de transport. Les sociétés de transport, c'est les grandes villes. Montréal, Longueuil, Laval, Sherbrooke, Québec, Lévis. Donc, 6,8 c'est un peu pour ça que les maires de la banlieue nord disent on peut-tu en avoir un peu, parce qu'on sait que dans les Laurentides, c'est quand même peu placé. Mais nous, quand on vient en région, c'est 1 On parle de la Côte-Nord, Abitibi, mais c'est quand même... nord du Québec. On a 1 de ce budget-là. Et là, ce qu'on demande, c'est de moduler les programmes afin d'être capable, nous, d'avoir l'argent nécessaire pour mettre ça en place au même défi que Montréal puis tout ça. Puis on le voit, la ministre, elle éponge des déficits. Là. Nous autres, c'est pas ça qu'on demande. On veut que les 3 premières années, qu'on ait un soutien important pour la mise en place. Parce qu'on sait que les 3 premières années, ça va être difficile. Comme vous avez dit tantôt, vous évaluez, ça prend 3 ans. Exact. Pour voir, est-ce qu'on continue comme ça ou ça? Non, ça ne donne rien en habitude. Ça ne marche pas, disons. Mais je pense que ça va... Moi, personnellement, je pense que ça va marcher. Fait que là, on a demandé une rencontre avec le cabinet de la ministre Geneviève Guilbeault, puis on l'a eu. Fait qu'on devrait la rencontrer à la fin septembre. On veut une modulation des programmes pour que ça soit équitable envers nous, pour qu'on soit capable de mettre ça en place, et non avec des critères de densité de population. Exactement. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on va lui demander. Puis on veut demander aussi des modulations. Exemple, qu'on déciderait qu'on fait une taxe sur l'immatriculation. Qu'on fait ça tout en Abitibi-Témiscamingue. Bien, actuellement, c'est 200 000 pour mettre le programme en place par MRC. Puis après ça, c'est une affaire comme minimum 60 000 par année. Donc, on va taxer des gens pour redonner au gouvernement qui est taxé. Ça n'a pas de sens. Fait que ce qu'on veut, c'est une modulation qui nous met ça pour la région. On n'a rien contre. Mais ça serait une source de financement qui serait possible. Fait qu'on en est là. On souhaite au plus tard que le service soit mis en place en 2027. Parce qu'on va engager un coordonnateur, probablement pas pour janvier.
Donc, après ça, se donner un an pour mettre ça en place, puis partir, puis espérer là, que ça roule. Dans mes notes, j'avais un plan ambitieux. C'est ambitieux. C'est vraiment ambitieux. Parce que quand j'avais lu un peu sur ça, mais quand on vous écoute, M. Bégin, le mot ambitieux, même, je ne sais pas s'il est assez ambitieux. mais c'est parce que si tu le fais pas, je pense que si tu donnes un service qui n'est pas adéquat, ça ne donne rien de mettre en place. Tu pitches par les fenêtres. Fais-les pas. Essayons-le. Puis moi, je suis convaincu qu'il va y avoir des bonnes retombées. Puis on va être capable de densifier nos municipalités en périphérie de la Sarre. On parlait de logements disponibles là, en ruralité. Bien, on va être capable d'emmener les gens là, mais on va être surtout capable de les amener en ville pour qu'ils fassent toute leur commission. Fait que c'est vraiment là, oui, puis c'est vrai que c'est ambitieux, mais c'est un choix qu'on a fait. Oui, est-ce qu'on y va ambitieux ou si on y va à moitié puis que ça marche pas? Mais à la table des maires, oui. On prend ça comment? Mettons, je donne un exemple. Bon, au Tien-Nord, est-ce que le maire est favorable à une chose comme ça? Je lance là, des municipalités de même. Là. Je peux dire pareil pour Dupuis, pour Macamic. Est-ce que les 21 maires trouvent ça trop ambitieux maintenant, si ces maires-là embarquent dans le projet? Il faut qu'ils embarquent. Ils ont embarqué pour une raison, ce qu'on leur a expliqué. Si on ne va pas là, on est mieux de pas en faire. Actuellement, prenons quelqu'un qui est monoparental puis qui habite à Saint-Germain-de-Boulet ou à du Parquet, peu importe. Puis si elle n'a pas de véhicule, elle ne peut pas se déplacer. Non. Les personnes âgées qui restent dans leur municipalité, qui veulent rester dans leur village, ils n'ont pas toujours de la parenté pour les déplacer. Exactement. Donc, si on est capable, on va les garder dans notre village. Fait que ça va créer une belle dynamique. Les maires, ils embarquent, ils comprennent le concept. Ça va être le plan de financement. Mais maintenant, on ne pourra pas arriver... C'est le gros hic. C'est le gros hic. Fait que c'est pour ça qu'on demande un coup de main, puis on ne demande pas gros, là. C'est pas... Vous ne demandez pas que des millions, là, autrement dit, là. Puis je sais qu'ils veulent retravailler le programme pour la ruralité, mais qu'elle nous prenne en projet pilote, qu'on va lui offrir. Puis vu que notre projet est ambitieux, on va être capable de démontrer toutes les étapes. Et le voir. Avec les démarches que vous avez faites actuellement avec le gouvernement, oui. Parce qu'il y a déjà eu des rencontres ou des échanges avec le gouvernement, pensez-vous que le gouvernement est sensibilisé à une cause comme ça? Bon, là, il faut vous répondre, hein? Oui, j'aimerais ça avoir une réponse. Non, c'est que je faisais des blagues avec des collègues, c'est que là, on tombe 2 années avant les élections. Donc, tous les gouvernements sont des gouvernements de région. Fait que là, on a beaucoup d'écoute. Mais c'est par la suite qu'on a plus de difficultés à faire. Je regarde encore la ministre Guilbeault, pas plus tard que lundi dernier, ou lundi ou mardi, en tout cas, peu importe, très dernièrement, si on peut s'exprimer comme ça, je la regardais et lorsqu'elle s'adressait pour le transport collectif autour de Montréal, elle a dit, puis elle l'a envoyé bien direct, le gouvernement n'a plus d'argent. Ça, c'est vrai. Fait que là c'est un signe... C'est un signe avant-coureur de gros problèmes. Je le vois dans tous les programmes. Ils ont pas mal tout été reconduits, mais sans indexation. OK. On s'entend que pas d'indexation, c'est une perte. Oui. La hausse des salaires... oui, c'est sûr, parce que... C'est des pertes. Des hausses, il y en a beaucoup. Fait qu'on voit qu'il y a une compression budgétaire qui est faite sans le dire. Puis ils nous avaient annoncé un déficit de 11 milliards. Moi, je m'attends à ce que ça finisse peut-être avec 2 ou 3, là, avec toutes les mesures qu'ils mettent. Mais c'est quand même... c'est vrai ce que la ministre dit, mais quand la ministre parle, elle s'adresse aux sociétés de transport. Puis les sociétés de transport, eux, payent leurs employés, payent le garage, payent tout ça. Fait que s'ils décident qu'ils mettent des salaires pour être compétitifs, puis ils vont très haut, mais là, elle a dit, moi, là, je paye pas mes employés ce prix-là. Puis là, toi, tu les payes, puis tu veux que je te subventionne pour les payer. Oui. Fait que c'est là que la game se joue avec les sociétés de transport pour en avoir fait partie à un moment donné dans ma vie. C'est vraiment là. C'est comment établir les coûts de base qui sont réels,
et là, de subventionner à la juste mesure. C'est un gros dossier. Oui. C'est un gros dossier. Puis en passant, la MRC d'Abitibi-Ouest va coordonner aussi pour la région, pour l'Abitibi-Témiscamingue, le transport collectif aussi, pour les liens inter-MRC. Comme nous, on veut rétablir Abitibi-Ouest-Amos. OK. Parce qu'il y a beaucoup à Amos, il y a des spécialités. Oui, c'est ça. Puis beaucoup de services sont donnés à Amos. Exact. Puis on parle de sport aussi, oui. tout ça. Fait que on veut donner la chance. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais on veut au moins voir si... Vous êtes confiant? Je suis confiant, oui. Oui, parce que je crois que c'est un besoin aujourd'hui. Élaboration plan climat. Ben? Comment s'enligne la MRC dans... Parce que ça, là, c'est tout nouveau. un dossier. Ça, oui, exactement. C'est nouveau. C'est énorme. Ah oui, c'est gros. C'est que il va falloir qu'on prenne toutes les données sur les... Ben, c'est les changements climatiques, hein? On s'entend. Oui. Fait que les gaz à effet de serre. Combien on émet de gaz à effet de serre? Puis quelles mesures on peut prendre pour les abaisser, pour contribuer à l'amélioration. Tout ça pour les changements climatiques, on le voit, les feux de forêt, nos tempêtes sont... Avant ça, c'était un orage. Maintenant, il y a des vents. On a vu des poteaux sectionnés. Moi, j'avais jamais vu ça. Là. Donc, on a eu la chance au rassemblement des élus qu'il y a eu le jeudi soir ici à Nacamique, puis dans la journée à Saint-Germain-de-Beaulieu, mais à Saint-Germain, Jérôme Duprat, le bassiste des Cowboys fringants, qui est aussi qui a un doctorat et puis qui est titulaire d'une chaire en environnement à l'Université du Québec en Outaouais. Il nous a vulgarisé ça, c'était incroyablement intéressant. Tout ce qu'on a, même dans les petites municipalités. Là, il ne nous parle pas de grandes villes. Il est venu nous parler de nous. Voilà ce que vous avez. Voilà les outils que vous pourriez mettre en place. Puis c'était vraiment des outils concrets. Là. Donc, on pense, là, avec tout ce qu'on va faire, là, on débute, là, ça va débuter. Fait qu'on veut participer pour diminuer nos gaz à effet de serre, puis une résilience aussi aux changements climatiques là, qui s'en viennent. Là. Parce que les gens sont peut-être pas, ils sont peut-être pas, oui, il ne faut pas que je dise ça comme ça, mais c'est bien qu'il reste encore à sensibiliser les gens, beaucoup, énormément, au changement climatique. Les gens, très souvent, se disent, bon, ça ne paraît pas, mais regardez ce qui se passe dans le monde. Avant ça, là, vous vous en souvenez, M. Bégin, on n'a pas une différence d'âge énorme, tous les deux. Des ouragans comme on a depuis 2 ans, 3 ans. On n'avait pas ça avant. Il ventait, on avait une grosse pluie. Parce que la dernière, elle date de 63. Et voilà, exactement, qui avait passé à Palmarol, etc. Et vous étiez pas au monde. Puis moi, j'étais bien petit. Mais oui, exactement. Fait que on n'avait pas de ça. Non. Mais là, aujourd'hui, c'est rendu fréquent. C'est ça. Je suis arrivé l'autre jour à mon chalet, puis j'avais des arbres à peu près gros de même. J'ai vu ça, moi aussi, dans ma municipalité. Voyons donc, des arbres matures, des arbres solides. Oui, exactement. Voyons. Et puis, jamais qu'on avait vu ça avant. Non, jamais. Fait que ça, c'est changement climatique. C'est important. Puis, on nous le dit, puis on nous le martèle, mais là, ça prend des actions. Puis le gouvernement a été quand même bon avec nous pour nous subventionner à une juste hauteur pour être capable de mettre ces plans-là en place. Ouais. Monsieur Bégin, je vous reçois, ça fait plusieurs années. C'est toujours un plaisir, je le dis toujours, et je suis sincère en le disant, Monsieur Bégin. Il me semble que même dans les premiers temps où je vous recevais, il y a on va dire peut-être une décennie au moins. Oui, c'est en 2014, j'ai commencé. Oui, quelque chose de même. Couverture, risque incendie, c'était dans nos premiers dossiers, ça, si je me souviens bien, qu'on parlait à ce moment-là. Puis, on a ça encore ici. Ben, c'est qu'on a eu une première mouture du schéma de couverture incendie qui fallait reviser, mais il n'a pas été révisé. Donc là, le gouvernement nous a obligés à le réviser. Donc, ce qu'on fait, l'an dernier, on est après, les consultations étaient faites, mais il y a eu un regroupement, donc ça a changé la donne. Donc, il a fallu qu'on reprenne le schéma. Là, les consultations sont pas mal finies. Fait que là, il va falloir que les municipalités adoptent le schéma par résolution. Là, des fois, on a des divergences, il y a des questions qui se posent, des petits changements. Donc, dans les délais impartis qui vont arriver avec ça, on devrait être capable, on souhaite d'avoir le schéma de couverture de risque incendie adopté au printemps.
Ça va faire plusieurs années. Ben, je dis pas que ça Ben, traîne, c'est pas ça. Mais ben, ça oui. va faire plusieurs années que c'est parce que c'est à ça que je voulais en venir là, tantôt au début, quand on a parlé ce qui est bon pour Montréal et peut-être pas bon pour la Sarre, puis Nord-Métal, puis tout ça. C'est ça là, que je voulais dire. Ça, il y avait des choses là-dedans au début là, qui ne s'appliquaient qu'aux grandes villes et ça ne s'appliquait pas du tout dans nos régions ici. Fait que ça, corriger ça, ça n'a pas dû être Souvent, facile. la personne qui va être attitrée à notre dossier avant était en région. Fait que connaissait les réalités. Oui, Donc, était exactement. capable. Oui, oui. Mais maintenant, on peut faire affaire avec quelqu'un de Sherbrooke, quelqu'un de l'Outaouais, quelqu'un de... Donc, pour nos réalités, il faut les faire valoir, il faut les faire comprendre. On a le ministère qui est à l'écoute quand même ici en région. Donc, mais c'est ça. Fait que oui, ça a tardé, mais là, il est là. Les municipalités doivent l'adopter, puis on va le mettre en place. Mais c'est vraiment des coûts, c'est vraiment des bons coups pour les municipalités. Il y a quelqu'un qui me disait, il n'y a pas tellement longtemps, qu'à Québec, juste un dossier qui est chaud pour l'Abitibi-Témiscamingue, la protection du caribou. Oui. Okay? Bon, et puis, plus souvent qu'autrement, ce sont des personnes qui sont dans leur bureau à Québec, puis qui n'ont jamais mis les pieds, premièrement, en Abitibi, ils n'ont jamais chassé de leur vie, ils n'ont jamais circulé en forêt, puis c'est eux autres qui sont nommés pour faire des lois sur la protection du gibier. Excusez, là, mais ils connaissent à peu près rien là-dedans. Et là, en plus, ajoutons à ça qu'on nous met sous le nez probablement un décret du gouvernement fédéral. Oui, exactement, et voilà. Qui est pas mal plus loin que le gouvernement provincial sur le terrain. Là, on va s'entendre. Moi, j'ai vu un peu ce qu'ils veulent protéger pour les caribous forestiers. On en a 9, nous, dans le secteur. Exactement. On protège un territoire immense. Puis moi, ce qu'on me disait, c'est que les caribous n'étaient pas nécessairement dans ce secteur-là. Ils se promenaient plus vers Témiscamingue que... Les autres, assis là-bas, ils ne savent pas ça. C'est souvent ça qu'on fait. Le temps passe très vite. Un dossier que j'aimerais, parce que c'est un dossier qui va faire, qui fait couler beaucoup d'encre déjà, puis qui n'a pas fini, puis qu'il n'est pas non plus finalisé, puis loin de l'être, c'est le dossier du compostage. Oui, le compostage. C'est un problème. C'est un problème. Il faut mettre en place les mesures que le gouvernement demande. C'est des coûts qui sont assez énormes. C'est un besoin. On comprend là, vraiment qu'éviter l'enfouissement. Puis on parle souvent avec des jeunes couples qui disent quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive. Donc on est pas mal à la fin des étapes là, qu'on regarde là, quelle orientation qu'on prend. Où c'est qu'on va? Est-ce qu'on y va nous autres mêmes? Est-ce qu'on peu importe. Mais tu sais, on n'a pas 1500 tonnes à ramasser en Abitibi-Ouest. Donc, c'est des coûts assez élevés. Fait qu'on travaille sur des scénarios là, pour au moins que ça soit viable et qu'on soit capable d'assumer les frais pour ce service-là. Mais ça va bien. C'est un dossier qu'on travaille très, très, très fort. Puis c'est une obligation. Oui, exactement. Parce que là, on est rendu là. Oui. Moi, je me souviens très bien que le secteur, les vidanges, c'était une chose. Après ça, on a dit, maintenant, on va séparer le compost les matières résiduelles, les compostages. Et voilà, exactement. Voyons, c'est le recyclage. C'est ça. On va mettre un bac de recyclage. On va mettre un bac de déchets. Fait que là, au début, on a dit quoi? Là, j'en suis le premier, moi, qui a dit, penses-tu que je vais commencer à laver mes cannes de tomates vides, tu sais? Ma femme a dit, oui, on est rendu là. Ah oui? Ah ben, t'es laveras. À cette heure, on fait ça. C'est instinctif. On fait ça, on nettoie ça, on met ça dans le bac. Est-ce que ça va être la même chose pour le compostage? Là, ça va être une nouvelle éducation pour les gens. Il y avait des beaux projets. Il y avait un prototype que tu mettais ton compost dans un sac qui était d'une certaine couleur. Et là, tu pouvais le mettre dans tes déchets. OK. Et rendu au CVMR, sur la plateforme avec un convoyeur, il y avait 2 robots qui triaient les sacs. C'était fantastique, sauf qu'on le voulait en projet pilote parce qu'on ne savait pas si au niveau de notre température nordique, est-ce que ça va faire l'hiver? Et voilà. Et là, on nous a refusé le projet pilote. Fait qu'on c'était pas assez certain, puis c'était pas concluant assez ailleurs pour qu'on dise on va là-dedans. Ce dossier-là du compostage, là, peut...
un grand mot, peut être finalisé, d'après vous, quand? Ah, d'après moi, en 2027, 2026, il faut qu'on commence. 2026? Janvier. C'est demain, ça. Mais c'est demain, puis, ça. Si on construit, il faut commencer au printemps. Fait que c'est des décisions qui se prennent cet automne. Qui va payer pour tout ça? Est-ce que ce sont les contribuables qui vont On a payer? une partie qui est subventionnée pour les installations, mais ça comble. Ça ne comblera pas jamais les 100 ça, exact. Fait que c'est les contribuables qui devront assumer les coûts, puis c'est des coûts qui vont être significatifs. Un dernier dossier, parce que le temps passe très vite. Matière résiduelle. Oui, bien, c'est ça. Le gouvernement a confié c'est Éco-Entreprise, pas Éco-Entreprise Québec, mais REC Québec, en tout cas. C'est eux qui prennent en charge maintenant le recyclage. Donc, ils s'occupent du transport et du traitement. C'est plus nous. Donc, nous, ce qu'on a demandé, c'est que le transport soit fait avec le recyclage, parce qu'on ne peut pas donner un contrat pour le recyclage, puis un contrat pour les matières résiduelles, puis on va rentrer après ça le compost. Non, on va aller en appel d'offres pour un. Donc, eux s'occupent vraiment. Fait que ça, nous, on ne paiera plus pour le recyclage. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Puis après ça, ben, c'est pour ça qu'on a tout mis ensemble là, pour sauver sur les coûts pour le transport, pour les matières résiduelles. Fait que nous, on fait affaire avec le LET à Rwanda, c'est un privé. Fait que, parce que, encore là, faire un LET, c'est une fortune. Tout est tellement dispendieux aujourd'hui, puis les municipalités, il ne faut pas se en cacher. Là. On est là. Ils sont ici. Là. Le seul point positif que je peux vous dire, c'est que le gouvernement a accepté le transfert d'un point de TVQ. Donc, ce montant-là qui débute, puis je vous dirais qu'en 2029, à peu près 2030, ça va être des revenus d'1 milliard pour les municipalités. Et là, il fallait s'entendre. On avait fait enfoncer ça dans la loi sur la répartition. Et vous avez une bonne idée que les grandes villes voulaient que ça soit à la population. Et nous, ce qu'on demandait, c'est qu'il y ait un 10 de cette enveloppe-là qui soit sorti. Et après ça, qu'elle soit redonnée aux municipalités avec ceux qui étaient éloignés, avec un indice de vitalité économique plus bas. Donc, on a réussi à avoir ce 10 %-là qui va être étalé sur 6 ans, parce que les grandes villes ont réussi à gagner ça. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle. C'est l'argent supplémentaire qu'on n'a pas actuellement. Okay. Donc, c'est des revenus supplémentaires. C'est une très bonne nouvelle. Ah oui, je comprends. Puis un 10 % là, c'est significatif. Là. Très vitement, il reste une minute. Desserte de la téléphonie cellulaire. Oui, bien, on est très, très content. On a eu une annonce qu'il y a 8 nouvelles tours qui allaient être installées. À Outil, Chachazelle, Clermont, Poulari, 2 à Tachereau, puis 2 à Rivière-au-Dumas. C'est des endroits qui étaient pas problématiques. Il y a encore des endroits qui le sont, mais on va continuer à négocier avec le gouvernement. Que le dossier progresse tout le temps. Non, en tout cas, là, on est très contents. On en a quand même une bonne part. Parce que sur toutes les tours qui ont été annoncées, je crois qu'il y a nous autres, puis la Gaspésie qui nous a. Ah, OK. Exact. Fait que, pour une fois, c'est nous en région qui... Ils pensent à nous autres. Oui, c'est ça. Ils nous ont pas oublié. Ça doit être dû là, au préfet. Là. Ah non, c'est pas non, parce que tout ça, là, c'est une grosse équipe. Il faut On a une conférence des préfets qui est très, très unie, qui travaille très fort, puis quand on rencontre les ministres, ça a une très bonne portée. Ça, bravo, je peux vous dire. Bravo, puis félicitations à tous les maires, puis à vous pareillement, M. Bégin. Toujours un plaisir de vous recevoir. Bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.